Bonjour, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous parlons de Campus Belgique. De toute façon, nous continuons à parler de Campus Belgique. C'est quoi Campus Belgique? Je vous l'ai déjà dit. C'est ce fameux entretien, cette fameuse rencontre, ce fameux moment où vous devez défendre votre projet. Alors aujourd'hui, je vous explique comment vous préparer à Campus Belgique et quelles sont les questions que l'on pourrait vous poser à Campus Belgique. Sans doute, cette vidéo, les questions que je vais poser ici ne seront pas exhaustives, mais au moins je vous donne un avant-goût des réalités qui vous attendent le jour de votre entretien à Campus Belgique. Alors, sans plus tarder, je vais déjà vous dire comment vous préparer à Campus Belgique. Pour se préparer à Campus Belgique, il y a des formulaires qui circulent. Si vous n'avez pas, vous pouvez me contacter, je peux vous les faire. Je peux vous les envoyer, bien évidemment. Donc, il y a des formulaires des années antérieures qui circulent avec des questions. Donc, ce sont des questionnaires de 5, de 8, de 9 pages, de 10 pages, de 13 pages. Vous devez imprimer ces questionnaires, vous asseoir chez vous, c'est-à-dire lancer le créneau. Bam, vous commencez à travailler. Vous travaillez. Vous mettez peut-être un peu comme un réveil. Dans 45 minutes, dans 30 minutes d'abord, vous devez vous exercer 30 minutes. Voir si vous parvenez à remplir tout le formulaire en 30 minutes. Et après, vous envoyez à quelqu'un, il corrige. Vous pouvez le faire avec vos parents, vous pouvez le faire avec un ami, vous pouvez le faire avec quelqu'un qui est déjà arrivé en Belgique, qui est passé par là avant vous. Vous pouvez me contacter pour cela, bien évidemment, ce sera, voilà. Donc, bref, il faudrait vous préparer. Si vous allez à l'entretien Campus Belgique sans vous préparer, les gars, vous allez passer à côté de la plaque. C'est comme un examen. Tu ne peux pas savoir que tu composes, je ne sais pas, le baccalauréat, le probatoire, le BEPC, la licence ou quel autre examen que ce soit, que tu as une soutenance de thèse, de doctorat, et tu t'assois, tu dors, tu te réveilles, et le jour J, tu pars te pointer. Tu pars faire quoi si tu n'étais pas préparé? Il faut donc s'asseoir et se préparer. La préparation à Campus Belgique n'est pas une petite affaire. Elle prend du temps. Donc si tu sais que ton entretien c'est dans un mois, ne te dis pas que non, j'ai encore du temps, c'est dans un mois. Mon frère, assieds-toi, tu prépares ton entretien. Comment préparer son entretien justement? C'est ça la question. Et moi je vous dis, la première astuce, c'est d'avoir d'abord le questionnaire, d'essayer de le lire. Donc, vous lisez le questionnaire, vous essayez de répondre aux questions par vous-même. Après, vous vous asseyez et vous commencez à écrire, rédiger. Vous répondez à toutes les questions du questionnaire en un temps record. Ça veut dire que vous mettez 30 minutes. Vous vous dites, on va me donner 30 minutes. Il faudrait qu'en 30 minutes que j'ai terminé. Vous pouvez me mettre 25 pour avoir plus de temps parce que les questionnaires changent d'année en année. En ce moment, si je n'ai pas encore le nouveau formulaire, puisque les entretiens commencent à peine là. Donc, le 17, début des entretiens. Et donc, nous sommes à peine en train de commencer les entretiens. On n'a pas encore eu tous les retours possibles. Mais une fois qu'on aura les retours, on aura le formulaire de cette année, alors les étudiants pourront s'exercer. Mais commencez à vous exercer avec le formulaire des années antérieures. Donc, vous remplissez le formulaire, vous corrigez vous-même, vous donnez à un ami qui peut corriger. Bon, après, on ne veut pas toujours que les gens sachent qu'on fait la procédure. Vous pouvez contacter, si vous êtes dans un groupe WhatsApp où d'autres personnes font la procédure, entraidez-vous. Envoie ton formulaire à l'autre, l'autre t'envoie son formulaire, vous corrigez. Cherchez les personnes qui vont corriger les fautes, parce que les fautes aussi, ça compte. Il y a des gens qui écrivent vraiment avec beaucoup de fautes. Pour des personnes qui veulent aller qui entreprennent des études en Europe, mais vous devez faire très attention. Donc, je remplis mon formulaire, je le fais corriger ou je le corrige moi-même parce que quand vous finissez de remplir, vous soyez votre premier correcteur. Vous déposez, vous enlevez, il n'y a plus le temps maintenant, vous prenez votre formulaire devant vous, vous commencez à le lire, vous allez repérer vous-même les erreurs que vous avez pu commettre. Donc, vous commencez cette première correction. Donc, après, vous vous exercez, vous prenez les questions devant vous, vous parlez par vous-même, comme si vous parliez seul. On peut croire que vous êtes fou, mais vous savez ce que vous voulez. Vous vous posez peut-être la première question. Quel est votre projet professionnel? Mon projet professionnel, vous faites cet exercice. Comme s'il y avait quelqu'un en face de vous qui vous avait posé l'action, savoir quel est votre projet professionnel. Donc vous vous dites quel est votre projet professionnel et vous commencez à répondre. Ça vous donne aussi l'art de parler, l'art de vous exprimer. En dehors
dehors de l'écrit, de pouvoir parler. Quand je vais dire quel est votre projet professionnel, je commence. Mon projet professionnel, c'est de créer. Après, je dis, oh non, c'est pas ça. Je vais reprendre. Mon projet professionnel. Vous voyez, je suis en train de faire un exercice qui paraît banal. Et pourtant, c'est un exercice important. C'est ça la préparation. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir, les gars. Vous devez vous préparer. Ce n'est pas une histoire qui tombe comme ça, ex nihilo, ça vient dans votre tête et vous parlez. Non, vous préparez. Donc, remplir le formulaire à la maison plusieurs fois. Vous devez remplir le formulaire au moins 4 à 5 fois. Parce que quand vous le faites, vous corrigez, vous le faites, vous corrigez, vous le faites, vous corrigez. Ça fait que le jour J, au moins vous êtes déjà habitué à ces premières questions. S'il y a des questions qu'on ajoute, peut-être une ou deux questions, ça fait que vous êtes préparé sur un créneau de 20 minutes, de 25 minutes. Si on a ajouté 2 questions et qu'on vous donne 30 minutes, vous êtes dans le timing, ça va. Mais si vous préparez avec 45 minutes et après on vous donne le jour, on vous donne 30 minutes, on a encore ajouté des questions, vous n'allez pas être prêt. Donc, vous devez être rigoureux envers vous-même. Rigoureux envers vous-même. Si vos parents sont au courant de votre processus, vous pouvez leur dire, papa, est-ce que tu veux qu'on échange un peu? Pose-moi telle question, je vais te répondre. La personne te pose la question, tu réponds. Comme ça, tu as un interlocuteur et le jour J, tu n'es plus surpris. Tu n'es plus surpris, c'est comme ça. Bon, maintenant, quelles sont les questions qu'on vous pose à l'entretien Campus Belgique? Croyez-moi, il y a une tonne de questions. Et les questions sont, bon, sur la première page, vous aurez des questions relatives à vos données personnelles. Le nom, le prénom, date et lieu de naissance, numéro de téléphone, on écrit GSM. GSM, c'est le numéro de téléphone. Donc, il ne faut pas que ça vous effraie. L'adresse mail, ce genre de choses. Donc, ce sont les informations personnelles. Donc, ça vous concerne directement votre identification. Après, vous commencez directement des questions maintenant déjà sur votre motivation, ça peut arriver. Bon, je veux parler à l'ordre, mais moi je vais commencer par les études. On vous dit, dans quelle école avez-vous obtenu une admission? Tu dis par exemple à l'Université libre de Bruxelles. Quelle filière? Vous dites par exemple philosophie. Quel niveau? Niveau master. Ok. Voilà, vous avez répondu. On vous dit l'Université libre de l'école dans laquelle vous avez obtenu une admission. C'est une école de quel type? Est-ce que c'est le type universitaire? Est-ce que c'est le type supérieur universitaire? Type supérieur non universitaire? Type supérieur peut-être haute école? Est-ce que c'est une promotion sociale? On vous pose cette question. Vous devez pouvoir connaître par rapport à votre école dans quel type, dans quel cadre ça se situe. Vous devez répondre à la question. Ensuite, on pourra vous demander également, est-ce que votre école est reconnue en Belgique? Vous devez dire oui ou non. Donc, si c'est une école, par exemple, une école privée, donc enseignement supérieur privé, vous cochez privé, vous mettez non reconnu. Donc, par la suite, on vous pose toujours par rapport à votre école, on peut vous demander comment avez-vous obtenu l'admission dans cette école? Comment avez-vous connu l'école? Peut-être via Internet. Comment avez-vous procédé pour obtenir une admission? J'ai postulé sur le site. Voilà, donc vous devez pouvoir répondre aussi à cette question. Ensuite, on pourra vous demander donc, maintenant votre parcours. En quelle année avez-vous obtenu votre diplôme d'études secondaires? 2011, par exemple. Ok, et qu'avez-vous fait depuis l'année 2011? 2011-2012, tu commences, tu dis ce que tu as fait. Retenez bien ce que je vais vous dire. Tu dois connaître l'école dans laquelle tu as fréquenté, la filière. Parce que quand je le dis, je sais de quoi je parle, parce que certains ne connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont, voilà, on se comprend. Tu dois connaître l'école dans laquelle tu as fréquenté, la filière que tu as étudiée, la moyenne que tu as obtenue, l'année et le niveau. Ça veut dire 2020-2021, niveau licence 1. À l'université de Mouaïkele en philosophie. Donc j'ai fait licence 1 à l'université de Mouaïkele en philosophie et j'ai obtenu une moyenne de 11,37. Vous devez le savoir par cœur parce que vous devez remplir les moyennes jusqu'aux moyennes. Tout ce que tu as fait depuis le lycée, depuis l'obtention de ton baccalauréat jusqu'à aujourd'hui. Tu dois avoir l'école, la filière, la moyenne, j'insiste bien sur les moyennes, pour qu'on sache concrètement ce que tu as fait. Alors tu vas pouvoir répondre. Ensuite, de 2012 à 2013, tu dis 2013-2014, tu dis 2014-2015. Donc tu dois justifier comme ça toutes tes années après le bac, année après année. S'il y a une année durant laquelle tu n'as pas fréquenté, tu dois dire ce que tu as fait et tu dois avoir un justificatif. Donc, même les attestations sous l'honneur. Bref, tu dois pouvoir définir tout ce que tu as fait durant ton parcours après le baccalauréat. Donc, après cette étape de ton parcours,
parcours après le baccalauréat, bien évidemment, on va parvenir maintenant à l'autre étape qui consiste à voir ton projet. Donc, on va vous dire quel est votre projet global. Quel est votre projet global? Projet global. Ensuite, on va vous dire quel est votre projet d'études, quel est votre projet professionnel. Donc, projet global, ça rentre dans cela. Donc, d'abord, savoir quel est ton projet d'études. Donc, tu vas faire quoi comme études? Ça rentre toujours dans les questions concernant l'école. L'école t'est admis pour combien de temps? Tu dis par exemple, j'ai été admis en licence 3. Ok, c'est pour une formation qui va durer combien de temps? Tu dis ça va durer 3 ans parce que tu vas faire licence 3, master 1 et master 2. Ou alors ça va durer 5 ans parce que après le master 2, je compte faire encore 3 ans. Ou bien je fais une année de spécialisation, ça fait 4 ans. Ou alors ça va durer 8 ans. Donc je vais faire de licence 1 jusqu'au doctorat. Tu dois pouvoir connaître le nombre de temps que tu vas mettre dans la formation que tu as choisie. Ou alors je vais faire une licence en marketing. Donc, j'ai été admis en licence 1, je vais faire une licence en marketing, donc, qui va durer 3 ans. Et ensuite, en master, je vais faire un master peut-être en marketing, option, telle chose. Donc, ou bien en gestion des ressources humaines. Donc, tu dois, ou en fiscalité, ou en audit, contrôle de gestion. Donc, tu dois pouvoir savoir à partir de maintenant ce que tu vas faire pendant les années que tu as déclaré. Si tu as déclaré 5 ans, tu dois étaler ton projet d'études sur 5 ans. La première année va consister en ceci, ça va me donner des capacités en ceci. La deuxième année, la troisième, la quatrième, la cinquième. Voilà ce que je vais obtenir à la fin. Parce qu'après, on va te dire quel est le diplôme que vous allez obtenir au terme de votre formation. Tu dis par exemple, je vais obtenir un master 2 en philosophie à finalité approfondie. Je parle de philosophie parce que c'est ce que je fais. Donc, je vais obtenir un master 2 en philosophie à finalité approfondie. Ok, d'accord, en finalité approfondie. Quels sont donc les débouchés? On va te dire quels sont les débouchés de la formation que vous envisagez faire. Donc, je veux faire philosophie, les débouchés, l'enseignement. Je peux être professeur. Je peux être, si je fais éthique par exemple, je peux travailler dans les laboratoires. Je peux faire la bioéthique. Je peux travailler dans le cadre de la bibliothèque, peut-être comme bibliothécaire. Je peux travailler dans le cadre de la communication. Je peux travailler comme journaliste. Je peux travailler comme archiviste. Je peux travailler comme... Tu dois pouvoir connaître les débouchés de ta filière. On n'est pas encore à ce que tu vas faire, mais ta filière ouvre à quoi? Et pour connaître les débouchés de votre filière, c'est très simple. Vous allez sur Internet, vous tapez philosophie 2. Débouchés et vous avez toutes les débouchés. Vous allez aussi sur le site de votre université. Tu as été admis à l'Université libre de Bruxelles pour faire un master en physique. Tu pars sur le site master en physique, il y a toujours l'onglet débouché. Tu cliques dessus, tu vois déjà ce que l'université te donne comme débouché pour ton master en physique. Comme ça, tu sais. Donc, les débouchés, c'est, vous pouvez être, mon chef a dit astronaute. Qu'est-ce que je connais de la physique? Laissez tomber l'autre là, on passe à autre chose. Donc, voilà. Quels sont les débouchés? Tu donnes les débouchés tout simplement. Maintenant, on va te dire, qu'est-ce que tu veux faire? Quelles sont vos aspirations à la fin de vos études? Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Quel est ton projet professionnel? Ton projet professionnel. Mon projet professionnel, c'est tout simplement, à la fin de mes études, je vais obtenir, bien évidemment, un master 2 en philosophie. Et je compte avec ce master 2, par exemple, je sais pas, travailler d'abord pendant 3 ans en Belgique. Je veux passer 3 années de travail en Belgique pour pouvoir renforcer mes capacités. Je vais le faire dans tel domaine. Je vais enseigner la philosophie peut-être pendant 3 ans ici parce que le besoin se fait ressentir. Et à la fin, je vais rentrer dans mon pays pour travailler dans telle structure, dans telle entreprise, dans telle école qui va me recruter, dans tel institut. Tu dois connaître ton projet professionnel au long terme, pas au court terme. Donc, je vais rester là-bas pour tel nombre de temps. Après, je vais partir. Et quand je pars là, c'est pour faire quoi? Je rentre dans mon pays, je rentre au Sénégal, c'est pour faire quoi? Il y a déjà l'université Cheikh Anta Diop qui m'attend. Il y a déjà l'université Caille, je ne sais pas quoi. Je pars pour telle chose. Je vais rentrer parce qu'il y a une structure qui s'appelle Manpower qui m'attend et qui peut-être me proposera telle chose. Ou bien, je sais qu'il y a un besoin dans tel domaine, dans telle structure et je pourrais rentrer travailler dans cette structure-là. Bref, tu dois connaître ton projet professionnel. Ensuite, on va te poser des questions maintenant sur le lien entre ta formation antérieure et la formation que tu entreprends faire. Qu'avez-vous fait comme études? J'ai fait des études, par exemple, de philosophie au Cameroun. Donc, j'ai eu une licence en philosophie au Cameroun. Qu'est-ce que vous voulez aller faire en Europe? Je veux aller faire
le master en philosophie. Quel est le lien entre ce que vous avez fait et ce que vous voulez aller faire? Il y a ici un lien de similitude et de complémentarité. Ce que j'ai fait, c'est ce que je peux continuer. Donc, c'est une suite logique. Voilà pourquoi on vous disait, avoir une admission, c'est bien. Mais encore, laquelle admission? Dans quel domaine? Quel rapport avec ce que tu as fait précédemment? Donc, lien de complémentarité, suite logique. Je ne sais pas comment je peux exprimer ça, mais vous aurez les bons mots. Donc, voilà le lien. Et on commence maintenant à te poser des questions sur les matières. Citez 5 matières dans votre programme précédent et 5 matières dans le programme à venir. C'est pour voir si ce que vous avez fait, c'est ce que vous partez faire. Je commence donc à citer mes matières. En philosophie, ce que j'ai fait en licence, il y avait la philosophie morale, il y avait la philosophie contemporaine, il y avait la philosophie ancienne, il y avait la philosophie, ainsi de suite. Je cite. Il y avait peut-être l'épistémologie, il y avait la métaphysique. Je cite tout cela. Et quelles sont les matières? Donc, c'était 5 matières que vous allez aller faire dans votre programme en Belgique. Tu dois donc te rendre sur le site de l'université pour aller regarder déjà le programme de l'année prochaine. C'est souvent sur le site, même si c'est pour cette année. Alors, tu dois pouvoir te rendre sur le site, tu regardes cette partie-là et tu regardes les matières. Tu cherches les matières similaires. Ça veut dire que tu vas trouver peut-être que vous aurez 20 matières, vous aurez 50 matières. Bref, si tu pars pour un cycle de 3 ans, tu vas voir les matières sur 3 ans. C'est au moins 6 matières, disons même 12 matières par semestre, puisque c'est 60 crédits. Donc, tu vas voir toutes ces matières. Tu regardes, si tu as fait comptabilité, tu vois ici comptabilité, tu vois ici comptabilité, tu mets comptabilité des deux côtés. Il faudrait que quand on regarde ce que tu as mis dans tes études antérieures, ce que tu as mis dans tes études pour envisager, qu'on puisse voir des matières qui se ressemblent. J'ai fait droit, je mets droit, je mets que je vais aller faire droit. On dit, ah tiens, voilà, c'est bon, il y a quand même une suite logique. Il y a une complémentarité, il y a quelque chose qui marche. Mais si tu mets ici chimie, agronomie, biologie, après tu viens ici, tu mets communication, management, sciences de gestion, on ne voit aucun rapport. Donc il faut le rapport. Études précédentes, études envisagées. Ensuite, on va te demander de pouvoir dire concrètement pourquoi avoir choisi telle école et non pas telle autre. On commence par ton école. Pourquoi est-ce que tu as choisi l'Université libre de Bruxelles? Tu dois dire. Et donc, pour que tu puisses répondre à cette question, bon, on va y revenir. Tu dois regarder dans ton programme, dans ce que l'Université libre de Bruxelles offre, dans ta formation qu'on n'offre pas ailleurs. Et tu mets cela en avant. Voilà. Maintenant, on va te demander pourquoi avoir choisi l'Europe. L'Europe. Pourquoi tu pars faire des études à l'étranger? Donc, disons même l'étranger. Pourquoi pas le Cameroun? Pourquoi pas le Sénégal? Pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Pourquoi l'étranger? Bah, les infrastructures. Non, je ne veux pas donner des réponses parce que les réponses qu'on vous donne, vous allez toujours donner les mêmes réponses. Ce sera tellement figé. Et pourtant, il faut de la nouveauté. Ensuite, on va donc te demander pourquoi avoir choisi la Belgique. Donc, pourquoi l'école? Pourquoi l'étranger et pourquoi la Belgique? C'est 3 questions différentes. Donc, tu dois avoir au moins 5 réponses pour l'école, au moins 5 pour l'étranger, au moins 5 pour la Belgique. Tu dois répondre à chacune de ces questions individuelles. Bon, je vais dire chaque question de façon privée. Maintenant, une fois que tu as répondu à toutes ces questions, tu passes aux autres questions. Alors, on va te demander, on va maintenant voir si tu maîtrises concrètement le pays dans lequel tu pars. Est-ce que tu maîtrises le pays dans lequel tu pars? Les questions vont donc arriver. Quel est le coût de la vie? Combien est-ce qu'il faut à un étudiant pour pouvoir vivre en Belgique? Tu commences à dire, il faut 300 € par mois. Hey, papa, ça te sort d'où 300 € par mois? Hey, on te dit que, comme on parlait du garant la dernière fois, il te faut 789 € pour vivre par mois. Donc tu peux dire par exemple 800 €, ça passe, 900 ça passe, 850, 789, oui, 80, 90 ça passe. Mais si tu viens dire 500, on comprend qu'il ne sait même pas où il part. Il ne connaît même pas où il part étudier, il ne connaît même pas le coût de la vie. On va te demander combien coûte un logement par exemple. Tu vas vivre où tu dis, oh bon, tu vas dans quelle école, est-ce que tu es dans quelle ville, tu dis à Bruxelles. Combien coûte le logement à Bruxelles? Tu n'as aucune idée. Tu commences à dire que le logement à Bruxelles c'est 100 000. On ne parle pas en termes de 1000, on parle en termes d'euros, monsieur. En termes d'euros, mademoiselle, tu me parles de 100 000. Donc, tu as déjà
toi, on comprend, il ne s'épanouit pas. Donc, tu dois montrer que tu maîtrises déjà, comme si tu es déjà même plus, donc tu connais. Et pour cela, il faut se renseigner. Donc, tu dis, le logement en moyenne à Bruxelles, on est entre 350 et 400 euros. Mais si je suis à Mons, on peut trouver un logement à 300 euros. Du moment où je vais à Namur, à 300 euros, ça peut aller à Charleroi, à 300 euros, oui. À Mons, voilà. À Liège, ça peut. Mais à Bruxelles, c'est au moins 350 à 400. Donc, tu dois connaître la limite, au moins la moyenne. Voilà. Là, on sait que voilà un étudiant qui sait comment il part. Maintenant, là où il part, on va te demander maintenant, comment est-ce que tu comptes financer ton séjour? Ouais, voilà, j'ai un garant. Avez-vous un garant? Oui, j'ai un garant. Quel est le lien entre vous et votre garant? Les gens vont commencer, oh, c'était d'abord l'oncle de mon père, après il est devenu l'oncle de ma mère, et puis depuis un certain temps, c'est plutôt mon oncle maintenant. Qui est le garant pour toi? Tu dois pouvoir répondre à cette question. Je ne te donnerai pas de réponse, puisque je sais que tu es parti prendre le garant, tu ne connais même pas qui c'est. Mais bon, de toute façon, je vous dirai comment répondre aussi à cette question dans les entretiens que j'aurai avec quelques personnes. Donc, le garant n'est pas obligé d'être un membre de ta famille. Retiens-le. Le garant, tant qu'il est dans l'Union européenne, il n'a pas besoin d'être un membre de ta famille. Mais s'il est hors de l'Union européenne, alors ça doit être absolument et c'est obligatoire un membre de ta famille. Donc, tu as pris un garant au Canada, tu as pris un garant aux États-Unis, tu as pris un garant en Angleterre, en Suisse, parce que la Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Tu dois être capable de dire, oui, c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est le frère de mon père, c'est mon grand-père, c'est mon papa. Mais si c'est dans l'Union européenne, alors tu n'as pas besoin de cela. Tu peux simplement dire, voilà, c'est un ami de la famille, c'est voilà, c'est mon bienfaiteur, voilà, tu dois trouver une raison. Et on va te dire, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Tu dois connaître ce que ton garant fait. Combien d'enfants il a? Tu dois connaître. Combien de personnes il a à sa charge? Tu dois connaître. Il vit où? Tu dois avoir son adresse. Il travaille où? Tu dois connaître son lieu de service. Parce qu'on peut te poser ce genre de questions pour voir si tu connais réellement celui qui te prend en charge. Donc, comment est-ce que tu vas vivre en Belgique? On va te poser la question, où est-ce que vous comptez loger? Mais tu n'as pas besoin de donner la preuve. Comment est-ce que vous comptez vous loger en Belgique? Voilà, je vais rester chez un ami. Voilà, j'ai déjà réservé un hôtel, par exemple, pour un début et arriver, je vais arriver sur place avant de chercher. J'ai réservé un hôtel pour un mois et pendant un mois, je pourrai éventuellement trouver quelque chose. Ou alors, je vais rester chez ma tante, je vais rester dans un compte étudiant. J'ai fait une demande, j'attends une réponse. Bref, tu dois pouvoir dire où est-ce que tu comptes vivre en Belgique. Après cette fameuse question aussi, on pourra te demander, est-ce que vous comptez travailler en Belgique parallèlement à vos études? Donc, pendant que tu vas étudier, est-ce que tu vas faire des jobs étudiants? Et là, il y a des gens qui disent, oh, si je dis oui, peut-être on va dire que je ne vais pas étudier. Si je dis non, il faut seulement être sincère, c'est tout ce que je peux vous dire. Il faut être vrai envers vous-même et il faut être logique et cohérent. Donc, certains vont te dire, non, désolé, moi je vais pour mes études, je me concentre sur mes études, je ne ferai pas de job. Erreur! Erreur, pourquoi? Tu réponds bien, peut-être, oui, c'est une bonne réponse. Je ne dis pas que c'est faux, mais tu vas venir faire les jobs parce que tu vas arriver ici là, tu ne pourras pas vivre si tu ne fais pas les jobs. Donc, à toi de voir si tu le dis, ce qui est une bonne réponse, c'est ce que j'avais peut-être dit, ou alors tu dis concrètement la vérité et tu restes dans cette vérité-là. C'est à toi de voir. Donc, est-ce que tu vas travailler conjointement à tes études? Tu réponds à la question. Et à côté de cela, maintenant, on pourra te demander, est-ce que tu comptes, à l'issue de tes études, rentrer dans ton pays ou rester en Europe? Tu dois aussi pouvoir répondre. Parce qu'après, on va te demander, bien évidemment, quelles sont vos alternatives en cas d'échec. D'abord, échec de la procédure. Ça veut dire que si tu n'obtiens pas le visa, comment est-ce que tu vas faire? Tu dois répondre. Voilà, je vais regarder pourquoi. Je veux voir le motif de refus de visa. Peut-être j'ai eu un refus de visa parce que je n'ai pas bien fait mon entretien. Je me prépare davantage. L'année prochaine, je fais un meilleur entretien. J'ai eu un refus de visa parce que mon garant n'était pas solvable. Je me prépare davantage pour avoir un garant solvable l'année prochaine. Maintenant, quelles sont vos alternatives en cas d'échec de votre formation? Ça veut dire que tu es déjà arrivé en Belgique. Première année, tu as eu 6 de moyenne ou tu as eu 0 crédit. Voilà. Comment tu comptes faire? Tu dois pouvoir répondre. Donc, moi, je ne vais pas faire philosophie. J'ai déjà fait philosophie. J'ai eu 15 de moyenne. J'ai fait aussi un master en sciences de l'éducation. J'ai eu 15 de moyenne. Donc, j'estime quand même que j'ai des compétences assez requises. Donc, je ne pense pas à l'échec. L'échec, pour moi, n'est pas du tout envisageable. Mais bon, s'il arrive que j'échoue quand même,
ce qui peut arriver, peut-être je peux arriver et le climat ou bien le changement culturel et tout, ça fait en sorte que je ne me retrouve pas. Si cela arrive, alors je vais redoubler d'efforts, bref, j'évite souvent de donner des réponses parce que les gens vont copier exactement ce que tu as dit et vont dire la même chose. Et finalement, on va leur donner un refus de visa parce que les réponses ont été stéréotypées. C'est comme ça qu'on appelle ça. Répondre aux questions. Tu as déjà tout prévu et dès qu'on pose la question, tu réponds. Ce sont des réponses stéréotypées. Or, vos réponses doivent être naturelles.